んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Chers amis abonnés, un petit Satsujin un peu spécial aujourd'hui. En effet, depuis quelque temps, deux affaires atroces frappent les petits villages de Sasaguri et d'Azaifu à Kyushu. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est le village dans lequel j'ai vécu des années et où mes enfants sont nés. Il n'y avait eu aucun crime dans ce havre de paix depuis la fin de la guerre. Bon épisode à vous. Le 20 octobre 2019, à 6h du matin, la police de Dazaifu, un village touristique et centre religieux de la préfecture de Fukuoka, découvrait le corps sans vie de Takahata Rumi, 36 ans, une femme au foyer qui, on l'apprendra plus tard, vivait normalement à Kiyama avec son mari et ses deux enfants. Mais pourquoi cette malheureuse était venue mourir aussi loin de chez elle ? Devant un tel massacre, la police locale dut faire appel à la police criminelle de Fukuoka, à quelques kilomètres de là, et ce fut elle qui fit les constatations atroces du bain de sang qui avait eu lieu dans cette petite voiture familiale, sur un parking à l'abri des regards. L'autopsie va vite révéler que la jeune femme avait succombé à une avalanche de coups mortels, coups de poing, de boken, de poing américains, puis de couteaux et d'armes improvisées. Le légiste relèvera 27 coups de couteau mortels au niveau du cou, de l'abdomen et du torse, mais aussi, horrible détail, de baguettes jetables en bois cassées, pointues et enfoncées dans sa gorge, son flanc et ses parties intimes. Devant une telle horreur, l'émotion fut vive dans cette région isolée et tranquille de la côte montagneuse de Fukuoka. Très vite, des témoignages de proches de la famille de Takahata, mais aussi les recoupements avec des bandes de caméras de vidéoprotection, pointèrent du doigt un petit groupe lié au clan Yakuza local et qui sévissait dans les bars à hôtes et à hôtesses de la région. La leader, hôtesse et tenancière d'un bar, Yamamoto Miyuki, 41 ans, fut arrêtée et placée en garde à vue quelques jours plus tard et bientôt, toute sa petite cour après elle. Kishi Akira, un jeune homme de 25 ans, et Tanaka Masaki, 47 ans, ne tardèrent pas à suivre leur patronne dans les cellules du commissariat de Fukuoka. C'est après 7 semaines de garde à vue et d'intenses interrogatoires que la bande finit par avouer son crime odieux et l'infâme machination qui se cachait derrière. Sur une île encore sous le choc de l'affaire Matsunaga et Ogata, qui, 20 ans plus tôt, avait séquestré et tué 9 personnes à Kitakyushu, la population put lire quelques jours plus tard le récit de ce qui aurait pu être une nouvelle affaire d'amants assassins à grande échelle, si la police n'y avait pas mis un terme. Cette sombre histoire avait commencé en 2009 à Fukuoka. Daisuke, le jeune frère de Rumi, au chômage et à la dérive, fréquentait régulièrement les cercles de jeux et les bars à bouchons de Nakase, le quartier chaud de Fukuoka, dont la majorité des bars appartiennent aux gangs yakuza locaux. Pris à la gorge par des dettes de jeu irremboursables, il avait contracté un emprunt auprès de Yamamoto, alors responsable d'un cercle de jeux et hôtesse pour hommes fortunés dans un club clandestin. Ces 500 000 yens, environ 4 200 €, lui permirent de rembourser une partie de ses dettes et de se remettre à la table de jeu, dépensant le reste en champagne auprès d'hôtesses payées par les clans pour soulager les clients de leur argent, plus qu'autre chose. Incapable de payer cet emprunt scélérat, le clan lui proposa de rembourser sa dette avec des intérêts à 50% qui couraient en travaillant pour eux, et Daisuke se retrouva prisonnier de ce cercle infernal, travaillant le jour et la nuit, souvent enchaîné à une table et enfermé à clé lors de ses rares heures de sommeil. Mais au fur et à mesure de son travail et de l'augmentation de sa dette, technique de soumission habituelle des gangs, Takahata Daisuke se rendit compte qu'il ne pourrait jamais s'acquitter de ces sommes astronomiques et parla de sa sœur, Rumi, mariée à un cadre supérieur et mère de 2 enfants qui étaient propriétaires et avaient des économies. Il n'en fallut pas plus pour déclencher le plan machiavélique de Yamamoto et de ses comparses. D'ordinaire privé de contact avec sa famille, le voyou permit à Daisuke d'appeler sa sœur pour lui faire part de ses difficultés financières sans, bien sûr, parler de sa captivité et de ses geôliers.
Elle lui envoyait une petite somme, et Yamamoto, flairant la poule aux œufs d'or, décida de passer la vitesse au-dessus. Lumi, qui avait une vie ordinaire et rangée de mère au foyer, commençait sans doute à s'ennuyer dans cette routine, et Yamamoto, accompagné de son jeune hôte, ami et amant Kishi, toujours tiré à 4 épingles, et d'aucuns diront séduisant, décida de se rendre à Kiyama pour approcher la sœur providentielle. Prétextant être un ami de son frère, elle parla longuement avec elle, disant le protéger de ses démons et l'aider, et l'invita dans un club pour se détendre et boire un verre en compagnie du charmant jeune homme qui l'accompagnait. L'appât fonctionna et Lumi les suivit, buvant du champagne et se laissant aller à flirter avec Kishi. Il la verra ainsi plusieurs fois par semaine, pilotée par la mama blonde, la poussant à tomber amoureuse de lui, ce qui fonctionna parfaitement. En 2018, il lui demanda de le suivre à Fukuoka pour passer quelques jours ensemble et ne pas être obligé de se cacher de son mari et de ses connaissances, ce qu'elle accepta, donnant pour alibi à son époux une visite à de la famille. Mais le voyage en amoureux ne se passa pas tout à fait comme prévu. Les premiers jours furent noyés sous l'alcool et les drogues, et Yamamoto, profitant de l'emprise que le jeune Kishi commençait à avoir sur la naïve mère de famille, lui exposa la situation réelle de son frère et la façon dont elle pourrait l'aider. Concrètement, Daisuke lui devait 25 millions de yens, environ 200 000 euros. Elle ne parla bien entendu pas du gang et se mettait en danger s'il ne payait pas cette somme le plus rapidement possible. Elle lui proposa de rester avec elle, de la relooker un peu et de l'aider dans ses clubs, moyennant un salaire important qui lui permettrait de payer le dû de son petit frère. Elle accepta et après avoir passé un énigmatique coup de téléphone à son mari pour lui expliquer qu'elle ne le quittait pas mais qu'elle avait besoin de rester éloignée quelque temps, commença sa besogne auprès de son faux amant et de sa mère maquerelle. Décolorée, faux ongles et maquillage flashy en avant, elle se mit à travailler avec Yamamoto, appâtant les clients et leur faisant payer très cher du mauvais champagne contre une conversation côte à côte. Elle devenait hôtesse sans vraiment s'en rendre compte, pour les beaux yeux d'un homme qui se foutait bien d'elle. Semaine après semaine, Lumi travailla plus qu'elle ne s'amusa, mais l'argent qu'elle gagnait tombait plus dans la poche de la souteneuse que dans la sienne, et bientôt, elle lui ouvrit un crédit au bar de ses clubs, lui permettant de boire tout le champagne qu'elle voulait. Mais le piège était subtil, et Lumi se retrouva elle aussi avec une dette envers Yamamoto, et bien obligée de la rembourser. Alors elle lui proposa, de ces propositions musclées que l'on ne peut refuser, de passer un cran au-dessus et de monnayer ses charmes pour gagner plus d'argent et régulariser plus rapidement. Amoureuse et tombée dans l'alcool, elle dut s'enfoncer encore un peu plus dans les drogues et l'aliénation pour accepter ses premiers rapports tarifés, toujours plus poussés au fond du gouffre par celui qui disait l'aimer et lui demandait de faire ça pour lui. Jour après jour, la jeune femme s'enfonça dans la dépression et l'addiction, ne quittant sa chambre que pour voir des clients et se saouler à mort. Elle devint bouffie par l'alcool et les médicaments, ne se maquilla plus que de façon lugubre et perdit tout entrain, provoquant la colère de Yamamoto, qui, prétextant que le cœur amoureux de Kishi saignait de la voir comme ça, pleurait surtout la perte de chiffre d'affaires que tout cela entraînait. Kishi et Tanaka, un homme de main quadragénaire aux ordres du gang, les deux acolytes de Yamamoto, la manipulèrent encore plus, lui parlant de la grande détresse de leur patronne et lui disant qu'elle pourrait peut-être demander de l'argent à son mari pour l'aider. Ne pouvant décemment le lui demander, elle vida son compte d'épargne et en donna les 900 000 yens, environ 7 500 euros, à son amant pour qu'il les remette à la maman. Autour de ce couple improbable, les gens commençaient à se poser des questions sur l'état de santé de Lumi et la façon dont la traitait Yamamoto. Lorsqu'elle mangeait en compagnie des autres hôtesses du club, elle dévorait comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, vidait de très grandes quantités d'alcool et affichait de façon permanente une mine déconfite et affligée. Voyant les interrogations naître dans les esprits de ses amis, la mama gangster décida d'enfermer sa victime et prétendit à qui voulait l'entendre qu'elle était repartie dans sa famille. Seuls ses très proches complices, Kishi et Tanaka, connaissaient la vérité et, bien sûr, ne dirent mot à quiconque. Dès lors, le calvaire de Takahata Lumi empira jusqu'à l'issue fatale.
Alcoolisée à outrance, dénutrie, frappée quotidiennement, elle fut contrainte de contrefaire des titres de paiement au nom de son mari, mais lorsque les comptes furent vides, commença à représenter une gêne pour Yamamoto qui ne pouvait même plus la prostituer étant donné son état physique et mental terrible. Le 19 octobre 2019, les 3 voyous firent boire la jeune femme plus que d'habitude. Les 2 hommes la violèrent et la frappèrent à coups de poing et à l'aide du bokken, l'épée en bois dont ils se servaient pour éjecter les clients mauvais payeurs. C'est Yamamoto qui la chargea dans la petite voiture familiale avec laquelle elle était venue et, défoncée aux amphétamines et au whisky, la mutila avec les baguettes de bois qui traînaient dans l'auto et la poignarda à mort avec le couteau papillon qu'elle portait en permanence dans son sac à main. Une vie venait de s'éteindre dans les pires conditions qui soient, et 3 autres venaient d'être brisées à tout jamais. Le verdict tomba le 4 mars 2021. La cour d'assises de Fukuoka condamna Yamamoto à 22 ans de réclusion criminelle, mais niant le meurtre et n'admettant que les escroqueries et quelques coups, elle a interjeté appel par le biais de son avocat. Kiichi, lui, pour son rôle dans la mort de Rumi et son implication dans la séquestration, a écopé de 15 ans de prison. Il a lui aussi fait appel de cette sentence. Tanaka a été condamné à 6 ans de prison dont 2 fermes pour son implication dans la séquestration, les escroqueries et les viols et fait également appel de la décision de justice. Daisuke, le frère de la victime, a refusé de se porter partie civile pour éviter les représailles de ceux à qui il doit toujours des sommes astronomiques et refuse toute déclaration, même devant la presse. Le village de Dazaifu, au lieu de la spiritualité et hameau paisible, est encore sous le coup de cette tragédie, horrifié que les projecteurs se soient braqués sur eux pour cette affaire aussi ignoble. À quelques kilomètres de là, dans le village de Sasaguri, la population se réveillait en ce 3 mars 2021 avec un goût amer à la lecture des gros titres du matin. 2 femmes venaient d'être arrêtées après la mort horrible de Shojiro, le petit garçon de l'une d'elles âgé de 5 ans. Les 2 mises en examen, Hikari Rie, 39 ans, la mère, et Akahori Emiko, 48 ans, l'architecte de cette horreur, ne tarderont pas à tout avouer à la police criminelle de Fukuoka et, une fois encore, lever le voile sur une affaire de manipulation perverse et criminelle. Tout avait commencé en avril 2016 lorsque les 2 femmes se rencontrèrent le matin de la rentrée des classes à la maternelle de Sasaguri, Kurinoko, maternelle dans laquelle ma fille a passé 3 ans, pour y conduire leurs enfants. Bien que de milieux très différents, elles avaient sympathisé et se parlaient régulièrement à la sortie des classes. Ancienne mama de bar à hôtesse bon marché, Akahori était d'un naturel plutôt enjoué, direct et parfois grivois, ce qui amusait Hikari, plus réservée et très occupée à élever ses 3 enfants et à s'occuper de son mari. Sans argent, plutôt endetté, Akahori vit assez rapidement en sa nouvelle amie une opportunité de se refaire et tenta de se rapprocher de la famille. Mais en voyant cette femme plutôt vulgaire et terriblement bruyante, le mari demanda explicitement à son épouse de ne plus la fréquenter et surtout de ne plus l'amener chez eux. Mais Hikari trouvait du réconfort dans ses conversations débridées avec l'ancienne mama et elle la revit régulièrement, passant même quelques soirées à boire avec elle dans un bar malfamé du village. Jalouse de cette famille aisée et apparemment heureuse, même si Rie disait s'ennuyer mortellement avec son mari, Akahori commença à ressentir une animosité profonde pour ce mari et ce faisant, échafaudait un plan pour que son ami puisse s'approprier les biens familiaux à son seul usage et, à terme, lui en faire profiter à elle aussi. Alors en 2018, elle monta de toutes pièces une histoire d'infidélité conjugale avec la complicité d'une amie à elle, hôtesse dans un bouge de la région, et qu'elle fit croiser M. Hikari à plusieurs reprises, trouvant un prétexte pour lui parler, histoire d'en tirer quelques clichés. Convaincue de la véracité de la chose par une manipulatrice très convaincante, Rie entama une procédure de divorce qu'elle obtint aux torts exclusifs de son mari en mai 2019. Elle obtint la garde de ses enfants, la jouissance de la maison et de la voiture, et une pension mensuelle de 200 000 yens, environ 1600 €. Très vite, Akahori lui proposa de venir lui tenir compagnie et l'aider à tenir la maison, ce que Hikari, déprimé après son divorce, accepta. Elle vint donc chaque jour, arrivant le matin et ne partant qu'au coucher des enfants, puis, peu à peu, y passa quelques nuits avant de s'y installer définitivement.
Sans logement depuis quelques semaines, elle trouvait donc un toit et entrevoyait déjà tout le profit qu'elle pourrait tirer de la situation. Encourageant la jeune mère à ne pas prendre ses médicaments, elle la regarda sombrer dans la dépression avec délectation et lui proposa de s'occuper du budget familial et de l'éducation des enfants. Pour commencer, il fallait que tous se mettent au régime sec, à commencer par les petits, pour économiser sur le budget familial et les rendre plus énergiques. Alors elle commença à rationner la nourriture de tout le monde, sauf la sienne, et à inventer de nouveaux frais pour demander à sa victime un peu plus d'argent chaque mois. Bien entendu, cette somme allait dans sa poche et seule une part très infime partait dans les courses d'alimentation. N'achetant que du riz de basse qualité, du pain de mie et des snacks premier prix qu'elle distribuait au compte-gouttes à la mère et à ses enfants. Début 2020, Akahori commença à toucher la pension alimentaire directement et en liquide, écumant les boutiques de luxe et les restaurants étoilés de la région plutôt que de s'occuper de la famille. Mais très vite, cette somme ne suffit plus et elle inventa un nouveau stratagème pour s'en procurer davantage. Elle expliqua à Hikari que son ancien mari menait grand train et multipliait les maîtresses, cachant certainement des revenus à la justice. Alors elle proposa d'engager un détective privé pour enquêter et prouver l'infamie afin que la jeune mère puisse prétendre à une pension plus importante. Bien entendu, il n'en était rien et la manipulatrice commença à demander des sommes de plus en plus importantes pour payer les frais du détective fantôme. Rie vida ses comptes en banque, puis emprunta de l'argent à ses parents et enfin vendit la voiture familiale, donnant toujours l'intégralité des sommes à Akahori qui pouvait les dépenser dans les clubs de la région, s'offrant les services de jeunes hôtes dans des hôtels de luxe et dînant aux meilleures tables. Mais le jeune Shojiro, d'une constitution plus fragile que son frère et sa sœur aînée, commençait à montrer des signes inquiétants. Très amaigri et souffrant de maux de ventre, il appela sa mère à l'aide à plusieurs reprises, mais sous l'emprise de son vampire mental, elle le réprimanda et crut à un caprice d'enfant. Il pouvait manger à sa faim lors des repas scolaires de sa maternelle, mais en mars 2020, suite à la crise du Covid et à la fermeture des écoles, il se retrouva à la maison, livré aux monstres. Akahori, inquiète que la maman puisse dépenser de l'argent pour soigner son fils et peut-être par là même inquiéter les services d'aide à l'enfance, assura qu'elle allait s'en occuper pendant que la mère dépressive se reposait, mais elle n'en fit rien. L'affamante et la battant lorsqu'il leur réclamait à manger, le jeune garçon dépérissait et bientôt n'arriva plus à se lever. Emmené d'urgence à l'hôpital en avril 2020 suite à un signalement de voisins inquiets, il décédera quelques jours plus tard, muet et terrorisé, pesant à peine 10 kilos, soit la moitié du poids normal d'un enfant de son âge. Ne trouvant pas de traces de coups, mais constatant l'état psychologique catastrophique de la mère, ses deux enfants lui furent retirés et placés dans un foyer pour enfants maltraités. Hikari, elle, fut placée en établissement psychiatrique pour y recevoir un traitement adapté. Mais rebondissement, en février 2021, alors qu'elle reprenait pied et parlait de ses traumatismes à son thérapeute, elle raconta toute l'histoire et surtout l'emprise maléfique que Akahori avait eue sur elle et la fin atroce de son jeune garçon. Elle regretta aussi de ne pas avoir su protéger son enfant et vouloir payer pour cela, se livrant à la police, aveu à la clé, entraînant avec elle la machiavélique créature qui jouissait encore de la maison et de la pension alimentaire, croyant s'être débarrassée de toute la famille. Mise en examen pour meurtre par négligence, mauvais traitement à enfant et dans le cas de Akahori, escroquerie et abus de confiance sur personnes fragiles, les deux femmes risquent 15 et 20 ans de prison. Fort heureusement, les deux petits survivants ont été placés chez une parente éloignée qui prend soin d'eux et évitera sûrement de leur parler de leur mère. Le père tente d'en avoir la garde, ce qui semblerait bien naturel, mais d'après son avocat, les formalités risquent de prendre encore de longs mois. Cette sinistre affaire a laissé toute une petite communauté rurale sous le choc, et j'avoue avoir du mal à réaliser ce qui s'est passé dans ce lieu pour moi synonyme de bonheur et de calme. Pour notre premier coup de pouce, encore une chaîne de cinéma horrifique et une fois de plus d'une grande qualité, à croire que c'est le genre qui veut ça. Demoiselle d'horreur nous parle bien sûr de films et de questionnements autour du style horrifique, mais se concentre surtout sur des analyses de personnages féminins emblématiques de la production.
De Clarisse du Silence des Agneaux à Sadako de Ling, elle remet en perspective les rapports à l'histoire, à la société et à la perception du public. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup son contenu et ne peux que vous encourager à aller voir ses vidéos et bien sûr à vous y abonner. Pour notre second coup de pouce du jour, point de cinéma ni de musique qui fait boum boum, mais la chaîne d'Anna Bogan. Je sais, cette présentation n'a aucun sens. Sur sa chaîne, Anna nous parle de tatouage, de sa vie, de ses expériences professionnelles comme assistante de magicien ou effeuilleuse burlesque, le tout avec un ton très causerie entre amis et dans la plus grande bienveillance. Alors une fois encore, je ne saurais que trop vous encourager à découvrir son univers et yappari, à vous abonner. Voilà, avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip, et encore et toujours un merci éternel à ceux qui le font déjà. Mon dernier livre est toujours en vente un peu partout. Je vous rappelle aussi que vous pouvez en acheter une version dédicacée en vous adressant directement à moi par MP sur Instagram ou sur Twitter. Allez découvrir mes t-shirts sur la boutique Spreadshirt de la chaîne, vous verrez. L'été se prépare dès maintenant si vous voulez être les plus classes de la plage. Rejoignez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. J'y organise souvent de petits concours pour gagner des jeux et des livres et communique pas mal sur les vidéos et les projets. Et surtout, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre VIP qui regroupe les humains les plus incroyables de cette planète. Du contenu exclusif, des cadeaux, tout pour être heureux. Cette fois j'y vais. Matane! 終わらない一人遊びあなたは言葉で紡いだシーツの上に立ち拳を振り上げ壁に打ちつけろ純奈がそれでもまだ空論を語る主は赤く深い緑の瞳として春の麗振り向き振りほどく黒い髪私があなたの望みを